Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Paul de Decker, témoignage personnel. Valet-Paul de Decker. 18 juillet 2009, cathédrale Saint-Joseph, Nouméa. Patrick de Decker. Je suis le frère aîné de Paul et représente ici sa famille, son épouse Francine, ses enfants Thomas et Catherine, et leurs compagnons respectifs, Sylvie et Yann, ainsi que les deux enfants de Catherine et Yann, Loïc et Jean. Paul, nous tous sommes ici pour te rendre hommage, célébrer un peu ta vie, te remercier d'avoir enrichi notre vie à tous, et te dire aussi combien tu étais important pour nous tous. Je me propose de vous rappeler à tous ici un peu ta jeunesse, avant que nous allions te voir dans différentes parties du monde que tu connaissais si bien. Hamid Mokadem a déjà parlé de ta vie professionnelle. Paul est né le 15 mars il y a 59 ans, d'une mère irlandaise et d'un père belge. Il était le deuxième enfant d'une famille de 5. Il est né à Schaerbeek, un faubourg de Bruxelles, et ce fait porte quelques coïncidences. Par exemple, Jacques Brel est aussi né à Schaerbeek, et Tintin fut aussi conçu dans ce faubourg. Vous connaissez sans doute déjà la coïncidence entre Paul et Jacques Brel, dont je reparlerai un peu plus tard. Notre famille nombreuse fut affectée par certains événements au cours de notre vie. Paul, par exemple, étant très jeune, fut séparé de nous tous à cause d'une tuberculose qui lui valut un séjour forcé de 9 mois dans un sanatorium loin de Bruxelles. Nous avons aussi passé quelques vacances très importantes auprès de nos familles irlandaises et anglaises, ceci en France, en Angleterre et Irlande. Notre père nous avait déjà donné le goût du voyage. Notre cousine Louise, qui habite en Allemagne, m'a rappelé avant-hier certaines anecdotes sur Paul. L'une d'elles concerne nos promenades quotidiennes estivales vers la plage à Cagnes-sur-Mer près de Nice. 7 enfants avec notre oncle anglais Ted, tous ensemble à siffler le pont de la rivière Kwai, avec de bien forts échos lorsque nous marchions dans le tunnel sous l'autoroute. Nous formions une belle équipe internationale. Une autre anecdote m'amène à raconter que nous vivions à Bruxelles dans une grande maison, au-dessus de la pharmacie de Decker. 5 enfants séparés seulement par 6 années, étaient bruyants presque en permanence. Mais un jour, n'entendant pas de bruit à l'étage supérieur, notre père est monté, inquiet par ce calme quelque peu alarmant. C'est alors qu'il trouva l'équipe des 5 enfants, tous assis dans le salon, ayant commencé un petit feu de bois et de papier, sur le tapis. Le seau d'eau fut utilisé très rapidement. Notre complicité fut quelque peu punie, mais ne se termina pas pour autant. Les 4 garçons furent envoyés dans un pensionnat assez exceptionnel dans les Ardennes de Belgique. C'était une école hors de l'ordinaire qui suivait le thème de Boy Scout, suivant les concepts de Baden-Powell, et qui fut établie pour des orphelins de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Paul, qui me suivait d'une année, excellait à l'école et aussi en athlétisme. Je dois admettre quelques jalousies à l'époque, voyant mon frère cadet recevoir une médaille d'argent pour ses performances sportives, alors que je n'obtenais que le bronze. Durant sa dernière année dans le secondaire dans ce pensionnat appelé Athénée Royal Prince Baudouin, les qualités de Paul furent reconnues par les enseignants ainsi que les élèves qui l'élurent chef d'école. Les qualités de leader de Paul commençaient déjà à se former et être reconnues. Les activités sportives furent alors encouragées par notre père qui nous envoya, Paul et moi, faire une randonnée de 3 semaines en Laponie, au nord du cercle polaire. Bien sûr, Paul était d'une condition physique exceptionnelle. Ce goût de l'aventure et du voyage ne cessa pas. L'année suivante, j'allais faire une randonnée en Islande, tandis que Paul se rendit en Turquie avec notre sœur Brigitte. C'est durant ce voyage qu'il a rencontré Francine. Ce fut une rencontre bien importante pour ce jeune couple qui était considéré comme quelque peu précoce par certains, et qui a duré de bien longues décennies. Un couple toujours très amoureux, Paul et Francine étant très proches l'un de l'autre, et qui a dû passer aussi par quelques épreuves, la dernière s'étant achevée il y a un peu plus d'une semaine. Francine et ses enfants ont été d'un important soutien et secours pour Paul, qui avait lui-même accepté son état de santé, tout en continuant ses travaux d'écriture et de recherche. Paul avait encore bien des projets pour l'avenir. Et ils étaient nombreux. Paul et Francine ont vécu une vie et carrière bien fascinantes. Extraordinaire, en fait. Après avoir terminé ses études à l'Université libre de Bruxelles et un doctorat à l'Université de Paris 7, Paul partit avec Francine pour le Gabon avec leur tout petit Thomas.
Ils y sont restés 1 an et je me rappelle bien, lors de son retour, Paul me disant que ce n'était pas de sociologue ou d'anthropologue, ce que Paul était, que ce pays avait besoin, mais plutôt de médecins et d'infirmières. Il avait déjà compris la disparité de notre civilisation. De retour en Belgique et en France, Paul et sa famille avec une nouvelle addition, la bien jeune Catherine, sont alors repartis pour la Nouvelle-Zélande, aventure qui a duré 5 ans à l'université d'Auckland. Cette période fut cruciale pour cette famille qui a embrassé le Pacifique avec grand intérêt, avec curiosité et beaucoup d'amour et de respect. Déjà, Paul et Francine avaient commencé à travailler ensemble. Ce fut un duo à grand succès. Ensemble, ils ont écrit en français un guide de tourisme sur la Nouvelle-Zélande, et après sa parution, Paul m'en a offert un exemplaire. Après sa lecture, je lui ai indiqué, étant géologue moi-même, que ce bel ouvrage portait quelques erreurs dans le chapitre qui traitait de la géologie de ces 2 grandes îles. Paul m'a rapidement répondu qu'il me remerciait pour ses remarques, et qu'il en tiendrait compte pour la version japonaise du livre. Il avait toujours une bonne réponse rapide à tout. Cet intérêt pour le Pacifique, et à ce moment-là pour l'art maori, poussa Francine et Paul à organiser une importante exposition en Belgique sur l'art océanien qui fut honorée lors de son inauguration par le roi des Belges Baudouin Ier et la reine Fabiola, qui étaient devenus d'intimes amis de Francine et Paul. Ces amitiés précieuses avec des gens importants dans le monde entier, mais en particulier dans le Pacifique, furent quelque peu légendaires. L'intérêt pour le Pacifique grandit beaucoup avec un poste d'enseignant pour Paul à l'université de Bordeaux II, puis un autre poste très important pour sa carrière, à Tahiti au service du secrétaire d'État chargé du Pacifique Sud. C'est durant cette période que Paul et Francine ont pu visiter le Pacifique de long en large. Paul a pu également rencontrer énormément de gens dans toutes ces îles, et commença à apprécier leur culture, leur histoire et les coutumes indigènes. Petit à petit, il devint un expert du Pacifique et a ainsi pu écrire énormément d'ouvrages sur de nombreux aspects de la population disparate dans cette superficie qui couvre presque la moitié du globe. Ce périple de recherche, d'études, d'acquisition de données et documents, culmina par l'occasion qui s'est offerte à Paul et Francine de pouvoir s'établir à Nouméa, à l'université de la Nouvelle-Calédonie. En fait, Paul fut l'administrateur provisoire de l'Université française du Pacifique à Nouméa, avant d'assumer la fonction de premier président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Il a aussi créé un DEA en anthropologie du Pacifique, qui fut rapidement reconnu de par sa grande valeur pédagogique et de recherche. Paul fut aussi membre de l'Agence universitaire de la francophonie, qui est basée au Canada et fut responsable de la région Asie-Pacifique. Lors de ses périples en Asie, et tout particulièrement au Laos, Vietnam et Cambodge, il était toujours accompagné de Francine. Paul ira aussi en Afrique, au Sénégal et au Rwanda, ainsi qu'en Roumanie. Ce furent des voyages très importants pour la francophonie sur le plan académique et culturel, et sur le plan des relations interuniversitaires. Paul et Francine, avec un soutien partiel de bienfaiteurs belges, ont parmi d'autres tâches, entrepris un travail phénoménal pour écrire la biographie d'un Belge appelé Jacques-Antoine Mourenhout qui fut à la fois consul, d'abord des États-Unis et ensuite de la France à Tahiti. Mourenhout était, comme Paul, un passionné de la Polynésie. Il était diplomate, et devint l'artisan de l'instauration du protectorat français sur le royaume de la reine Pomaré IV. Il y a beaucoup de similitudes entre Paul et Mourenhout, ce dernier ayant précédé Paul de 130 ans lors de sa mort. Cet ouvrage, que Paul a écrit est dédié à juste titre à son épouse Francine qui l'avait beaucoup aidé durant 5 années de labeur, est un exemple d'érudition exceptionnelle. Tout d'abord, sa prose est plus qu'élégante. Elle a résulté de beaucoup de voyages et recherches dans plusieurs coins du monde, entrepris afin d'examiner des archives en Belgique, Hollande, France, États-Unis et aussi en Australie. Cette liste qui comprend plusieurs pages dans ce livre sur Mourenhout témoigne de la ténacité de Paul, de son besoin d'être complet et de son approche très scientifique. Ce sont bien là toutes les caractéristiques que Paul employa durant toute sa vie. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai trouvé dans sa bibliothèque à son domicile les 2 volumes sur Mourenhout qu'il avait soumis à l'Université libre de Bruxelles qui lui a octroyé un 2e doctorat, cette fois-ci en sciences sociales.
Paul a eu une carrière bien discrète de diplomate auprès des gouvernements français, néo-zélandais, australiens, de celui de la Nouvelle-Guinée et de tous les pays et communautés du Pacifique. Il fut le champion de l'ethnographie, de l'histoire, de la politique et de la culture du Pacifique, et en particulier de celle de la Nouvelle-Calédonie et de sa région. Il a aussi commencé un important programme éducatif au sein de l'Université française du Pacifique à Nouméa. Ce fut bien reconnu et apprécié par le gouvernement local, et aussi en métropole. Je me rappelle bien les longues discussions lorsque Paul me rendit visite en Australie, me présentant ses concepts bien différents de ceux de ses collègues anglo-saxons. Paul était un champion d'argumentation mais aussi de conciliation, souvent sur papier. C'était sa grande force. Les livres que Paul a écrits et édités resteront à jamais, et continueront le débat commencé par Paul, et cela pour bien longtemps. Durant l'un de ses voyages au Japon, Paul s'est vu décerner un doctorat honoris causa de l'université des Ryukyu en reconnaissance de tous ses travaux sur le Pacifique. Pour en revenir à Jacques Brel, aussi amoureux du Pacifique et qui est maintenant enterré au cimetière du Calvaire à Atuona aux Marquises, pas loin de la tombe de Paul Gauguin, je voudrais rappeler quelques vers d'une des chansons parues dans son dernier disque. 6 pieds sous terre Jojo, tu chantes encore, 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Au fond du cimetière Jojo, nous parlons en silence, d'une jeunesse vieille, nous savons tous les deux que le monde sommeille. 6 pieds sous terre Jojo, tu espères encore, 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, tu me donnes en souriant des nouvelles d'en bas. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort, 6 pieds sous terre, je t'aime encore. Cher Paul, nous ne t'oublierons jamais et tes idées, ta vision continueront à l'avenir. J'ai reçu, il y a quelques jours, un message de Beta Somar, la fille de Sir Michael, Premier ministre de la Nouvelle-Guinée, m'indiquant qu'il honorera sa promesse faite au sujet de la maison de la Mélanésie que tu as fondée, lorsqu'il viendra en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois. Michael Somar a promis de donner tout son soutien à cette maison, qui rapprochera tous les chercheurs mélanésiens. Paul, tu as attiré l'attention de personnes et d'institutions importantes dans le Pacifique et Outre-mer. Tu fus le catalyseur de bien des choses pour le Pacifique. Bravo mon vieux, nous sommes tous très fiers de toi. Tu fus un savant bien érudit, avec beaucoup de vision pour la Calédonie et le Pacifique. Tu as enrichi nos vies à tous, et cela restera pour bien longtemps. Tes idées et ta vision continueront. On te le promet. Je vais lire aussi un message que j'ai reçu d'Australie d'un des collègues de Paul, le professeur Darrell Tryon, qui vous informera quelque peu de l'impact de Paul dans le Pacifique et aussi en Australie. J'ai traduit ce message qui dit: Paul était un ami et collègue bien spécial, un parmi les quelques spécialistes mondiaux du Pacifique. Il avait une vision globale de cette région. Il était parfaitement à l'aise dans les environnements francophones et anglophones, et était apprécié par les insulaires du Pacifique avec qui il possédait des liens très proches et personnels. Son travail comme premier président de l'UNC et son rôle de fondateur de la Maison de la Mélanésie à Nouméa l'an dernier sont le témoignage de son dévouement et de sa reconnaissance envers la communauté internationale. Paul était fort bien apprécié à l'Université nationale d'Australie à Canberra, et tout particulièrement dans la Research School of Pacific and Asian Studies, et sera regretté dans tout le Pacifique. Valait Paul, notre véritable ami, intellectuel et visionnaire. Paul, ta mémoire est précieuse, bien précieuse, et elle le restera à l'avenir par le biais de tes manuscrits, de tes livres, interviews et autres. Tes collègues et étudiants continueront ton importante mission, tes idées, tes ambitions, et de ce fait l'humanité en profitera encore plus. Certaines existences sont hors du commun, même si rien ne les prédisposait à l'être. C'est ce que Paul avait écrit sur la première page de son livre sur Maurenouth. C'est admirable que cette phrase soit tout aussi applicable à la propre vie, ainsi qu'à la carrière de Paul. Nous te devons beaucoup Paul, tu fus un excellent mari, père, grand-père et frère, mais aussi un important ami et collègue pour bien d'autres. Merci Paul du fond de nos cœurs. Je t'aime encore. Intercesseur et constructeur Paul de Decker, 1950 à 2009. 18 juillet 2009, Cathédrale Saint-Joseph, Nouméa. Hamid Mokadem. Thomas, Catherine et Francine m'ont confié une bien redoutable tâche qui m'angoisse et m'honore à la fois,
parler de Paul de Decker. Je me suis décidé à dire quelques mots, en me situant au point de vue de la Nouvelle-Calédonie. Ce que Paul a fait est bien fait pour contribuer et œuvrer pour la Nouvelle-Calédonie. Pour devenir lui-même une partie de la Nouvelle-Calédonie. On mesure le charisme d'une personne par le vide qu'elle laisse à son absence. On évalue l'intensité d'une vie par rapport à tous ces actes qui métamorphosent soi et les autres. Paul manquera aux proches, comme à la Nouvelle-Calédonie. Permettez-moi de voir au moins deux vertus de Paul de Decker. Il était un intercesseur, pour reprendre le mot du philosophe Gilles Deleuze, et un constructeur. Ces deux vertus se complétaient par une propriété, le charisme. Qu'est-ce que c'est, un intercesseur ? Un homme de venir qui médiatise des passerelles entre des contraires, qui trace des cheminements et des axes de recherche, qui compose des rapports en apparence incompatibles. Anthropologue, il brodait avec art la compréhension de l'autre. Dans ses cours de DEA, il construisit un concept singulier, celui d'espaces mentaux. Ces espaces où se rencontrent deux univers en apparence incompatibles, les administrations politiques d'Occident avec les sociétés et cultures océaniennes. Il tissait à travers ces espaces mentaux des ouvertures et des possibles. Anthropologie littéraire, juridique, religieuse et surtout anthropologie des institutions politiques. Il recourait très souvent au concept de Georges Devereux, le fondateur de l'ethnoanalyse, de contre-transfert et ou de transfert. Comment devenir autre pour mieux comprendre l'autre sans perdre son devenir et son identité ? Ce risque que tout anthropologue digne de ce nom connaît pour l'avoir vécu et expérimenté, Paul le pratiquait jusque dans l'exercice diplomatique de conseiller du prince dans la lignée du portrait en miroir qu'il peignit de main de maître du consul et ethnologue belge, Jacques-Antoine Maurenoutte, 1797 à 1879. L'efficacité d'un intercesseur est d'agir afin d'apprivoiser les rapports aux autres, pour que ces rapports ne soient plus des rapports d'adversité. En ce sens, il rejoignait les pratiques culturelles océaniennes, transmuer l'autre en même et non devenir soi-même comme un autre, qui est une mimétique du faux-semblant, jouer à être ce qu'on n'est pas. Intercesseur, Paul de Decker était également constructeur. En ce sens, il vivait pleinement en accord avec la construction du destin commun. Il réconciliait les contraires, et agissait pour et dans la constitution de l'espace politique. Il suffit de décliner de manière sérielle quelques actions, opérations et œuvres collectives. Je voudrais ici citer quelques contributions qui feront date, et qui marqueront la construction de l'espace public de la Nouvelle-Calédonie. En poste au centre universitaire de Nouméa en 1992, à peine 2 années plus tard, il organise et met en place à Nouméa un colloque remarquable et remarqué sur le peuplement du Pacifique et en Nouvelle-Calédonie. Il aurait très bien pu se contenter de ce colloque, et calculer une carrière professionnelle ordinaire. À partir de la publication des actes du colloque, il persévère et combine d'autres travaux collectifs et donne l'occasion aux acteurs calédoniens de comprendre le segment historique de leur propre trajectoire. Chaque segment historique du peuplement du Pacifique et de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet d'une investigation scientifique sous forme de thèse universitaire et permet aux acteurs calédoniens de se regarder à travers leur propre travail. La connaissance scientifique contribue à une meilleure connaissance de soi. Ce grand et excellent universitaire se met au service du public et offre la formidable possibilité aux historiens calédoniens de penser leur propre histoire et d'accéder au plus haut titre académique, la thèse de doctorat. La première thèse d'anthropologie du droit permet à M. Dany d'Almerac de penser les complexités des accords de Matignon-Oudinot. Suivront plusieurs thèses chefs-d'œuvre d'histoire, traçant et explorant ces espaces mentaux jusqu'ici effleurés. M. Ismet Kurtovitch sur la vie politique contemporaine, Mme Sylvette Boubin-Boyer écrivant sur le parallélisme des deux guerres en 1917, Mme Christiane Terrier sur la colonisation libre, M. Louis-José Barbançon sur la colonisation pénale, thèse commencée avec Paul de Decker puis soutenue en France métropolitaine. Bien d'autres travaux et domaines furent investis par les acteurs calédoniens eux-mêmes, comme la thèse soutenue et publiée par M. Philippe Palombo sur la présence japonaise en Nouvelle-Calédonie. Ces thèses dont le volume et l'érudition s'apparentent davantage à des thèses d'État, contribuent à la connaissance scientifique de la Nouvelle-Calédonie. Par-delà l'espace universitaire, ces travaux agissent sur l'espace public en diffusant leur lumière sur les zones d'ombre de l'histoire.
Constructeur. Paul de Decker non seulement était un des fondateurs de l'actuelle Université de la Nouvelle-Calédonie, mais créateur de revues et de collections, où se rencontraient les intelligences les plus antinomiques. Par exemple, la Nouvelle Revue du Pacifique prit naissance grâce à ses vertus d'intercesseur. La revue est bilingue et rassemble les universitaires de la région Pacifique et au-delà. Il avait organisé un colloque international sur les identités du Pacifique, où la Nouvelle-Calédonie accueillit au Centre culturel Djibaou les anthropologues à la pointe de la recherche scientifique en Océanie, Marshall Salins et Maurice Godelier. On peut lire les contributions publiées dans la revue, notamment sur le paradoxe de l'anthropologue énoncé avec humour par Marshall Salins. La globalisation croit englober les Océaniens qui finissent par l'englober, j'engloutis qui m'engloutit. Dans le même numéro, on peut lire une excellente contribution d'Alban Bensa, pourtant en relation peu amicale, sur les leaders et les chefs kanaks. Autre exemple d'œuvre au service du public, Paul de Decker avait introduit Alain Christnacht dans l'espace mental de son séminaire de DEA. L'acteur politique professa des cours en juillet 2003 sur l'anthropologie de la négociation. Fidèle aux cours, je puis vous garantir que les auditeurs pouvaient jouir du privilège d'entendre une des plus fines analyses politiques de la France sur la genèse et mise en place de l'accord de Nouméa. Comment ne pas être sensible à la pierre de touche que Paul avait apportée à l'édifice de l'espace public en cours de construction? Très grand connaisseur de l'espace océanien, il dirige un séminaire publié en 2006 sous forme de livre avec pour titre Figure de l'État dans le Pacifique. Je voudrais décrire un autre aspect moins visible du constructeur. En 1997, lors d'un colloque organisé à Montpellier par notre ami commun Jean-Yves Fabeyron, l'avenir statutaire de la Nouvelle-Calédonie, il décrit de manière détaillée et minutieuse les évolutions statutaires dans le Pacifique insulaire, la manière anglo-saxonne, et donne à voir en miroir les possibilités institutionnelles autres que les statuts souverainistes liés au carcan du modèle de la République. Je me demande si l'exercice de la démocratie consociative de l'actuelle collégialité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, où la majorité compose avec la minorité pour gouverner, ne doit pas quelque chose aux manières anglo-saxonnes expliquées par Paul de Decker. Thierry Lataste, ancien haut-commissaire de la République, proche de la famille de Decker, précisait que le colloque de 1997 avait eu pour conséquence de rassembler les ingrédients de la pâte dans laquelle ont été façonnées les institutions de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. Je voudrais terminer en évoquant maintenant une propriété conceptualisée par le grand sociologue allemand Max Weber, le charisme. Paul de Decker avait une présence singulière. Il entretenait une forme de rapport à l'autre, pour le moins paradoxale. Esthète et amoureux du goût des autres, notamment des peintures aborigènes, il arrivait à cultiver des relations aussi bien avec les puissants de ce monde qu'avec les humbles et les petits. Paul savait se faire apprécier des gens. Il aimait le monde au point d'être parfois mondain, au sens conféré par Pascal, et bien sûr décrit avec génie par Proust. Il séduisait moins pour courtiser les autres que de se distancier par rapport à l'ordre du monde. Cette capacité à se distancier du monde sans le mépriser porte un nom, l'humour. Les Français de métropole ignorent tout de l'humour belge. Il est fondé sur des connaissances mondaines des rapports culturels et linguistiques compliqués frisant l'excès de politesse. J'ai vu Paul de Decker à plusieurs occasions être très à cheval sur les rituels. Aimait-il les formes jusqu'à les exercer, dans les rapports sociaux ou mondains? Sans doute, sont-ce des vertus indispensables à l'art de la diplomatie? Ces manières d'être en ont trompé plus d'un qui ne voyait qu'imposture ou forfaiture. Qui confondait mimétisme et faux-semblant avec feinte et compréhension de l'autre en devenant presque comme un autre. Il devait certainement rire de ces transferts. Monsieur Paul de Decker a marqué l'espace public de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie et les territoires polynésiens voisins, Tahiti et Wallis et Futuna, lui doivent beaucoup. Il est heureux et logique que son corps repose et appartienne à la terre de Nouvelle-Calédonie, espace insulaire océanien. Je voudrais dire à Catherine et à Thomas que vous avez eu la chance d'avoir un père exceptionnel qui conjuguait humilité et pragmatisme, bonhomie et grandeur. Un monsieur que vous pouvez être fier d'avoir eu comme père. J'aimerais dire à Francine, sa fidèle compagne de route, que la voix de Paul nous parle encore.
la poursuite de son action repose désormais sur elle-même et avec celles et ceux qu'il a formés ou accompagnés en tant que professeur d'université. Lettre à Paul de Decker. Jean-Yves Fabeyron. Nouméa, le 10 juillet 2009. Mon cher Paul. Mon bon vieux Paul. Je sais, je suis plus vieux que toi, mais on va s'exprimer comme les Kanaks, dont tu connais si bien les mœurs. Vieux, c'est affectueux et respectueux, reconnaissance et estime. Mais ce n'est pas pour cela que tu devais partir avant moi. Ça fait mal? Tu as encore réussi à nous surprendre, mais ça fait mal. Oh, je sais que tu ne t'es jamais gêné avec moi. Tu as toujours été direct et nous avons bien pu nous engueuler depuis 15 ans. J'ai trouvé avec toi un ami véritable, c'est-à-dire que nos relations sont assez solides, entières, pour inclure naturellement de possibles désaccords. Il y a à peine quelques jours, lorsque nous échangions comme toujours des emails, là c'était au sujet du texte que tu comptais remettre au président de la République quand il viendrait à Nouméa, je n'étais pas d'accord avec certaines choses et cela te contrariait sans doute mais tu en tenais compte partiellement. C'est qu'en réalité, je n'ai rien à t'apprendre. Tu es, je crois, d'abord celui qui a rendu un service de toute première importance à la Nouvelle-Calédonie en y installant à l'université le 3e cycle d'anthropologie, Espace, temps et société dans le Pacifique insulaire, rebaptisé par la suite. Tu as créé, animé, porté à bout de bras, renforcé contre vent et marée ce diplôme qui a formé, instruit, cultivé, donné de l'âme à des générations de gens, étudiants de type classique comme personnes plus mûres revenant à l'université pour y bénéficier de ce supplément de lumière. Ces différents étudiants, tu les as marqués, ils n'oublieront plus jamais la culture et l'intelligence que tu leur as apportées. Tes thésards et tous ceux qui sans t'avoir comme directeur de thèse sont venus chercher conseil auprès de toi, gardent à ton égard un attachement indéfectible. Entre eux tous et toi, ce n'est pas qu'une relation universitaire mais un lien définitif. Pour eux tu es un maître et plus encore. Et les multiples enseignants intervenant dans le diplôme, n'oublieront pas non plus l'ouverture dont ils ont bénéficié grâce à toi. Moi qui suis juriste et politologue, je dois dire la vérité. J'ai toujours trouvé dans ton équipe de littéraires l'épanouissement intellectuel et l'affection qui jamais n'ont soudé le département de droit. Il est vrai que lorsque grâce à toi, entre-temps élu président de l'université, je suis revenu à Nouméa à l'université après un détour par Tahiti puis Montpellier, il s'est trouvé dans ce département des collègues me reprochant d'être l'ami du président. Comme si l'on pouvait reprocher à quelqu'un ses sentiments d'amitié. Que je suis heureux et fier de notre relation d'amitié, de complicité affectueuse. Nous avons ensemble organisé plusieurs colloques, réussites pluridisciplinaires pour nos talents complémentaires. Toi, tu as apporté la bonne parole du Pacifique jusqu'aux universités de Paris et de Bruxelles, et en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Fidji, à Port Vila comme à Port Moresby. Tu en connais tant du monde, et tant de monde t'apprécie et t'estime. Tu nous as tant donné, tu aimes tant donner, avec ton bon sourire et tes yeux bleus. Infatigable Paul. Après ta longue période à la tête de l'université, redevenu plus libre, tu as voulu que nous réalisions ce projet dont tu parlais depuis des années, la Maison de la Mélanésie. Un centre de recherche pluridisciplinaire dédié à cet espace si mal connu. Moi aussi, j'étais plus disponible, et prêt à mettre en œuvre mon goût de l'organisation pour ce nouveau projet commun, qui devait bien sûr se matérialiser par un colloque fondateur. Je disais toujours fondatif, et tu m'as expliqué que ce mot n'existe pas dans le dictionnaire. Nous y avons travaillé avec Armand Hage, toute la fin de 2007 et le début de 2008. Au début de cette année 2008, nous en étions avec Francine à travailler au logo de la Maison de la Mélanésie. Cela a été une réflexion complexe, et je n'oublierai jamais ce jour où j'arrivais chez toi avec le dernier état du logo sur papier, et où tu m'as dit « J'ai un cancer de l'œsophage, je vais devoir aller me faire soigner à Paris, mais je serai de retour dans 2 mois. » Tu n'es revenu que pour notre colloque, en septembre 2008, pour 1 semaine. Tout le monde t'a trouvé plus en forme que jamais, gentil, agréable, intéressant, roublard. Notre ami Philippe Ribière m'a dit qu'un de ses souvenirs marquants avec toi se situe à Papeete, avec une bouteille de Mirabelle de Lorraine, en présence de Francine, et il m'a prié de te dire qu'il compte bien te retrouver sur un nuage pour boire avec toi un coup de Mirabelle en fumant un cigare. C'est que Paul,
Tu as franchi avant nous le point mystérieux, tu connais avant nous la réponse à la question cruciale de l'après. Décidément, tu es toujours le plus fort. Mais vraiment, tu nous manques. Je suis comme toujours à préparer un nouveau colloque. Il concerne le Pacifique Sud, mais cette fois-ci tu m'as laissé tomber, alors que tu y as pourtant tellement ta place. Tu as tellement ta place dans la vie. Tu étais bien d'accord quand je te disais que, selon moi, il y a la vie, et il y a la vraie vie, et qu'il nous faut veiller à ne jamais sacrifier celle-ci à celle-là. Eh bien Paul, dans la vraie vie tu es évidemment avec moi, avec nous. Tu es vivant. Lettre publiée dans la Revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie, numéro 14/2009. Ma passion a commencé. Entretien avec Paul de Decker, amateur d'art océanien. Sophie Kazomayou. L'entretien qui suit a été effectué dans le cadre d'une recherche doctorale sur le marché de l'art océanien en Occident. Ma thèse visait à démontrer le rôle du marché dans le processus de valorisation nécessaire à la reconnaissance artistique des objets océaniens. Une série d'entretiens a recueilli les discours émis par les acteurs qui agissent directement sur ce terrain. Collectionneurs, marchands et experts en art primitif. Paul de Decker, collectionneur passionné, fin observateur et personnalité active en Océanie, était un informateur précieux pour mon étude. Outre ses connaissances, il illustre une figure rarement évoquée dans ce milieu, celle du collectionneur in situ, celui qui construit sa collection sur place, loin des marchés européens, au fil des découvertes chez des marchands locaux. La lecture de cet entretien reflète une image multiple de l'amateur d'art. On y découvre tour à tour le collectionneur qui laisse échapper quelques confidences, l'acteur qui contribue à enrichir l'histoire de l'art océanien, l'universitaire qui traduit à sa manière la passion qui a animé son enseignement et ses recherches. On y retrouve aussi les anecdotes hautes en couleurs qui rappellent combien Paul de Decker était un conteur insatiable tant dans ses séminaires à l'université qu'en réunions privées. Il avait cette aisance intellectuelle qui lui permettait de passer de la référence scientifique à l'histoire croustillante, déstabilisant un auditoire peu préparé à entendre les dessous de la grande histoire. Pour lui, celle-ci s'écrivait avec toutes ces choses apparemment insignifiantes mais combien humaines. Ce n'est donc pas une étude scientifique qui sera livrée ici mais un texte brut, une matière première qui offre au lecteur les mots d'un passionné. Témoignage certes, mais également exercice inhérent à la discipline anthropologique, avec ses aléas et ses dangers. En se prêtant à l'enquête anthropologique, Paul de Decker s'est livré avec joie à ce qui fut pour lui un jeu, l'anthropologue anthropologisé en quelque sorte. En passant de l'autre côté de la barrière, il a livré ses trésors, ses rencontres, une facette de son intimité. Mais comme tout collectionneur, il a pris soin de brouiller les pistes à sa façon, en multipliant les anecdotes, en détournant la question, ou encore en faisant des allusions qui appelaient d'autres explications, d'autres histoires. On peut y voir un clin d'œil de mon informateur, qui, loin de dénigrer l'intérêt de l'enquête, invitait à la prudence et à la distance dans l'analyse de ses récits. Il était le premier à rire des bons tours joués par les Océaniens, interrogés par des ethnologues chevronnés. Cependant, je n'ai pu retranscrire cette conversation in extenso pour deux raisons. La première est l'obligation de préserver la confidentialité d'une collection, dont l'anonymat est levé. La seconde concerne des faits particuliers, des personnes citées ou des objets décrits qui demandent à rester encore dans l'ombre. Sans vouloir porter atteinte à la parole ni à la véracité de ces propos, j'ai été tenu d'opérer une censure, le temps de laisser au temps. Enquête anthropologique, souvenir, témoignage d'un collectionneur. Ce texte rappelle combien ce professeur aimait avant tout les relations humaines, en particulier celles nouées par sa passion, celle des mondes océaniens. Ma passion a commencé avec l'égyptologie. Je suis tombé amoureux d'une momie, une jeune femme qui devait avoir 17 ou 18 ans. J'allais souvent la voir au musée, j'étais en pleine crise d'adolescence. Et puis avec quelques copains, nous avons créé une société de jeunes passionnés d'égyptologie qu'on avait appelée Osiris. De fil en aiguille, la collectionnite est arrivée comme cela. Elle s'est renforcée au moment de mes fiançailles avec Francine. Mon frère Benjamin m'a offert une statuette africaine. Elle a été le premier objet d'art premier.
J'y tiens beaucoup car c'est grâce à ce frère que mes parents ont accepté que je me marie. Mon frère aîné qui vit en Australie m'offre quant à lui mon premier objet océanien, une statue absolument remarquable. J'ai écrit des poèmes sur ce regard en colimaçon. Mon frère m'a dit que cela venait de Mapric. Francine dit que c'est tout à fait faux. C'est très rare. Cela vient de Blackwater. Elle est meilleure que moi pour l'identification. Mais ça nous est toujours resté. En Afrique, on achète des bricoles sur les marchés, des têtes de singe avec des gris-gris, des pointes d'éléphant, mais rien de particulier. On reste un an au Gabon, et on part en 1976 en Nouvelle-Zélande. Là, au musée d'Auckland, il y avait une association de passionnés d'art du Pacifique. Et c'est là qu'on commence à constituer une collection. Ce n'est absolument pas cher, même si pour nous c'est une fortune. On achète un très beau masque et un très beau bouchon de flûte Yacht Mule qui a été ramassé par la seconde mission, à la recherche du fils Rockefeller. J'achète ça peut-être $100 ou $200, mais mon salaire à l'époque ne dépasse guère $750. On constitue une petite collection comme cela. À Auckland, achetiez-vous au sein d'un cercle de collectionneurs ou chez des marchands? Dans les magasins. Les petites choses. Malheureusement, Francine en vendra en 1986, car nous étions censés partir à Tahiti. On n'avait pas de fric. Moi, je suis recruté par Floss. Je suis mis à disposition de son cabinet par l'Université de Paris 7, et pour bien me dégoûter, mon salaire n'est pas indexé. Je me retrouve à 13 000 francs par mois à Tahiti, et nous sommes 4. Donc pour pouvoir payer les billets d'avion, Francine vend des objets. Heureusement, elle n'a pas vendu ce à quoi j'étais très attachée, et que j'avais récupéré en Nouvelle-Guinée, lorsque j'ai fait le grand tour à bord d'un cargo de la Sofrana avec le commandant Luc Duflo qui était un copain. Il m'a emmené 6 semaines pour faire le tour Auckland, Nouméa, Port Moresby, Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Irlande, Honiara et retomber sur Auckland. Et là, j'ai ramassé des choses qui sont restées et qui à mon avis ont de la valeur. Et puis, pour les non-initiés, ils ont toujours donné une sorte de mystère à notre espace. Un copain belge est venu passer son voyage de noces en Nouvelle-Calédonie, et m'a parlé de mon obsession des fétiches. Il n'est pas sorti de Tintin, lui. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas l'esthétique de la chose. C'est ça qui nous a motivés, nous. Si tu regardes les objets, c'est avant tout esthétique. Par exemple, tu prends ce bouchon de flûte qui est la femme oiseau, c'est d'une stylisation extraordinaire. Je l'ai trouvé à Sydney. Je l'ai récupéré au moment où ça partait à New York. J'ai dit à Jeff à l'immeuble d'Imoc au 8e étage à Sydney, « Jeff, sois sympa, tu me le laisses », et il me l'a laissé pour $300 alors qu'il partait à $3 000 là-bas. J'ai très peu récolté des objets personnellement, si ce n'est durant les voyages, et encore c'est dans des magasins, les grossistes. Cet objet sur cette photo a été ramassé par le père O'Reilly en 1931, et je l'ai acheté à un père mariste au moment du démantèlement du 104 rue de Vaugirard. Le père O'Reilly envoie en 1931, je crois, des objets au musée de l'Homme. Il est élève de Marcel Mauss. Il est envoyé comme missionnaire ethnographe chez les Boukas et sur l'île de Bougainville et il envoie des objets dont certains vont être subtilisés. Les caisses étaient volées au déchargement à Toulon ou Marseille. C'est O'Reilly qui me l'a dit. C'est un petit monde. Surtout à cette époque. Il y a tout un roman policier à écrire là-dessus. O'Reilly n'a vendu qu'une chose dans sa vie à ma connaissance, car tous les objets qu'il a ramassés sont partis à la Nélière. Il a vendu la bibliothèque qu'il a constituée à la suite de celle de Ropito. Ropito possède un vignoble en Bourgogne. À sa mort, il fait don de sa bibliothèque à O'Reilly. O'Reilly lui-même était dans une liqueur genre Marie Brizard. Il était fortuné comme Ropito. Il avait une aisance financière qui faisait râler tous les pères maristes. Car le père O'Reilly pour un oui ou un non, se payait un voyage en Calédonie. Il ne dépendait pas de pseudo-mécènes de la congrégation. À la Nélière, tu as les objets O'Reilly. La grande affaire de notre vie, c'est l'invitation chez Baudouin qui projette une visite officielle en Australie et en Nouvelle-Zélande. Moi, j'étais financé par le grand chancelier de la cour, le patron des patrons à Bruxelles, et le patron de Paribas Benelux, Moritz Nassens. La Belgique est un tout petit pays, 10 millions d'habitants.
La Belgique a une histoire ultramarine, le Congo. Et tu as cette intelligentsia de haut niveau qui se dit. Il y a toute une expérience pratique belge tropicale, équatoriale qui se perd. Il faut essayer de relancer un mouvement, d'exporter du belge pour maintenir cette culture pionnière coloniale, n'ayons pas peur des termes. Comme je travaille sur Mourenout, l'ambassadeur m'a demandé de faire un bouquin là-dessus 14, je suis mis dans ce circuit-là. Pourquoi mécène ? Parce que j'obtiens à l'époque 400 000 francs belges, c'est une fortune, comme initiation de contrat avec la Banque Paribas. Le grand maréchal de la cour, qui est l'ancien conservateur en chef de l'Albertine qui est la très grande bibliothèque de Bruxelles, nous fait inviter par le roi pour dîner avec lui et sa femme. Surréaliste l'affaire. Le roi a un humour pas possible. Après le dîner, on passe des diapositives sur le Pacifique. Le lendemain, pour remercier le grand maréchal parce qu'il faut savoir être élégant, je vais lui remettre 3 figurines d'ancêtres. J'en avais 6 que j'avais achetées à Port Moresby. Tu as la flûte en bambou sur laquelle est fixé dessus l'ancêtre, et quand tu souffles, c'est l'ancêtre qui parle lors des rites initiatiques. Donc pour le remercier, je vais lui apporter cela. Dans l'entretemps, il me dit qu'il faut faire quelque chose pour faire connaître le Pacifique aux Belges. Et je lui dis, pourquoi nous n'organiserions-nous pas une exposition sur l'art polynésien ? Il me dit, excellente idée. Vous avez le feu vert du roi. Allez-y. Et moi dans mes histoires de Mourenout, j'avais découvert des circuits et je vais voir une banque. Et je leur dis, le roi souhaite qu'on organise une exposition au passage 44 dans votre galerie, et je pense qu'il faut nous donner 400 000 $. Le mécénat d'art était tenu par les banques, c'est ce que le roi pense. Du bluff. Le type éclate de rire. Tu rigoles ou quoi ? Écoute, c'est très simple, téléphone au palais royal, demande au grand maréchal qui sait que ça c'est du vrai. Et Francine, biochimiste, qui découvrait tout ce monde en même temps que moi, est chargée de cette exposition. Elle est salariée par la banque. Elle dispose de 400 000 $ et va chercher toute la collection Cook à Vienne en Autriche. On a donc la collection Cook de Vienne, des collectionneurs privés belges qui veulent exposer. Du côté de Louvain, à Trémolo, quelques objets du père Damien qui soignait les lépreux à Hawaï. On a par exemple un très beau bol en bois des marquises finement sculpté, qui a été acheté l'équivalent de 50 € à la fin de l'exposition au curé car ils avaient besoin d'argent. Et le clou du clou, j'invite à venir au vernissage le père O'Reilly. Et je lui dis, mon père c'est quand même triste cette statue de Rurutu qui est au musée d'Auckland. Je leur ai demandé qu'on me la mette dans l'exposition et ils m'ont donné une copie en fibre de verre. Il est offusqué, et c'est pour ça qu'il me donne une petite statuette tongienne. Je l'ai montrée à Bounour pour une expertise. Il me répond, je ne peux pas vous dire si c'est une vraie ou une fausse. Si c'est une vraie ça vaut $1 million, si c'est une fausse, vous la vendrez bien quand même. Et personne n'est capable de me dire si c'est une vraie ou une fausse. C'est un événement majeur, cette exposition, parce qu'on découvre avec Francine l'affaire des marchands, les prix que cela peut atteindre et surtout on a eu en main des objets d'une qualité extraordinaire, dont certains ramassés par coup. On commence alors à se passionner pour cela. Nous sommes en 1981, et l'exposition a lieu au moment où je soutiens ma thèse sur Mourenout. Les choses connaissent un arrêt parce que je n'ai plus la faculté d'acheter des objets, encore que des petits trucs. Il me montre des photos. Tu vois celle-ci, elle est missionnée. Elle n'a pas de sexe, rire. Il y a un peu de tout. Ça, ce sont des poalés Tutsi du Rwanda. Mais ils sont réparés. À Paris, à Bordeaux, nous n'avons pas les moyens d'acheter dans des galeries, c'est trop cher. Ce que nous avons acheté, ça vaut des clopinettes. Donc moi, je profite de mes balades dans le Pacifique pour trouver des choses. Mais je n'ai jamais été acheteur en Europe. Avec toutes ces affaires bruxelloises, je rencontre des collectionneurs et des marchands. C'est l'époque aussi où je rencontre Vincent Bounour pour qui j'ai beaucoup d'admiration, un grand homme. Il me vend un objet, il me le vend bien. En quelle année l'avez-vous rencontré ? En 1986. Il m'a envoyé son bouquin avant de mourir. C'est une pure merveille. Vision d'Océanie, c'est un hymne à breton. Il avait un appartement exceptionnel. Il faut que tu saches que par ce catalogue, Taaroa,
l'univers polynésien, c'est par ce truchement-là que les collectionneurs me contactent. C'est par le biais de Roger-Émile Bouchard que je rencontre Vincent Bounour. La digestion du catalogue prend 3 à 4 ans. Moi je quitte Auckland. C'est le moment de l'affaire du Rainbow Warrior. Je suis nommé professeur à Paris 7. Je deviens en quelque sorte une petite vedette. Dans le monde des collectionneurs, ça passe. Dans le monde des ethnologues, ça ne passe absolument pas. On se sert de nous aussi. On se laisse avoir pour la couverture du catalogue par une richissime Belge qui possède ce tiki maori en os humain qui est faux, donc ce n'est pas académiquement sérieux. On ne le savait pas, mais un similaire existait au British Museum. C'est après qu'on l'a su. C'est un monde assez particulier. Il y a des gens pour lesquels 10 000 francs c'est comme si je te demande, t'as pas 100 balles ? Pour tous ces gens qui ont des grandes collections, ce sont des compensations. Pour Roger-Émile Bouchard, c'est une compensation. Son refuge, c'était son sous-sol. Son monde à lui, l'obscurité, tous ces objets étaient exceptionnels, c'était son univers. Et c'est, à partir des années 1930, en tant que marchand-vendeur de bonbons sur les marchés parisiens qu'il regardait ce qui arrivait d'Océanie. Vous l'avez rencontré dans quelles conditions ? Toujours Taaroa. C'est lui qui a dû nous contacter. Le nœud de l'affaire, c'est Francine qui a dû monter cette exposition. C'est comme si je te dis, tu as 400 000 $ pour organiser une exposition sur la naissance de la biochimie. Tu n'y connais rien, ce n'est pas ton domaine, tu as un connard de mari qui t'a foutu là-dedans. En plus ton mari est à 20 000 km. Elle a été très forte. Elle avait de l'aide, il y avait les commissaires. Elle est allée à Vienne avec un Flamand, en camion, chercher tout cela. C'est exceptionnel. Elle avait la vivacité d'esprit pour pouvoir contorsionner son cerveau et se mettre à quelque chose qui a été très bon. Le roi Baudouin est venu inaugurer l'exposition, et le lendemain son père Léopold III est venu. Il était obsédé par les arts premiers, par l'ethnologie. Moi, j'ai des photos où on voit Francine avec ses personnalités. Si tu te laisses prendre à ce jeu, tu plonges, car ce n'est pas ton milieu. C'est comme la dernière fois, lorsqu'on est allé au Louvre des Antiquaires, j'ai demandé à une nénette combien valait un Bruegel. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit, 3 millions d'euros, pauvre con. C'est cela que ça voulait dire. Bouchard, c'est un type très agréable, le seul qui soit parvenu à ce que Francine soit saoule un matin avec du Porto. Moi je suis sortie de chez lui, je titubais. Heureusement j'étais en métro, train jusqu'à Draveil. Je n'ai jamais été aussi bourré que cela. Bouchard. Il y avait une magie, tu ne te rendais pas compte, il te servait du whisky, il parlait, et pendant ce temps il te resservait du whisky. On lui a fait des offres fabuleuses. Le musée de l'Homme lui aurait proposé de faire une exposition. Il n'a jamais voulu aller en Océanie. Il me disait, je ne veux pas briser mon rêve. Moi j'imagine le Pacifique, et je veux que cela soit comme cela. Le Pacifique n'est pas là-bas, il est ici. Une collection. Il tenait son argent de son pinard. Il vendait un pied de vigne. Le vin de Bourgogne Bouchard, c'est sa famille. Les bonbons, c'est maman qui faisait des bonbons. Ce qu'on découvre d'abord, c'est que nos choix esthétiques pour une faible valeur financière valent en fait beaucoup, si on sait bien gérer ça. Mes choix au départ sont uniquement esthétiques, et si possible une relative antiquité de la chose. La connaissance jouait-elle un rôle ? Toujours sur des coups de cœur, mais impulsifs, terribles. Je veux ça, faisant confiance à l'intuition. Mais l'intuition n'est pas pure quand on a fait Taaroa. Quand j'ai connu O'Reilly, je le rencontre en 77 à Tahiti, il m'ouvre tout le cercle des Polynésiens. L'idée c'est que l'intuition n'est pas pure, mais je me laisse guider par des choix purement esthétiques. Mais ça c'est personnel. Et puis il y a le phénomène Benebig à Nouméa, le plaisir de trouver vite ce qu'il a de plus beau, car Benebig vend un tas de merde et les gens achètent le tas de merde, et il y a une quinzaine de personnes qui connaissent et qui se bagarrent pour trouver comme cette fameuse statue. J'ai gardé tous les prix. Quand je veux séduire quelqu'un là-dessus, je dis que c'est quelque chose qui a été sculpté par quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, qui vient de la préhistoire. Pouvoir obtenir un tel transfert esthétique fait que je commence à comprendre que l'universalité par l'art existe,
parce que ce type me fait apprécier ce genre d'esthétique. C'est donc qu'on a beaucoup en commun, non? Ce n'est pas du tout ethnologique. C'est vous qui l'avez fait Sauclair? Non, il y était déjà. C'est chez Jeff à Sydney. Je repère ce qui est Sauclé. Car s'il l'a fait Sauclair, c'est que lui considère que c'est déjà un objet important. Et cette tête du Vanuatu? Elle est récente. Anthony Meyer m'a dit, Paul, vous m'étonnez là. Elle a une histoire. Je l'ai achetée chez Suzanne à Port Vila. Suzanne avait des trucs exceptionnels. Suzanne a 80 ans passés, c'est une vieille Française du condominium, une vieille institutrice qui a écumé toutes les villes. Elle a ouvert un magasin où elle a eu des trucs exceptionnels. Je lui ai acheté cela l'autre jour. Elle m'avait tapé dans l'œil, à cause de celle qui est au Louvre ramenée par Gyar. Anthony Meyer s'est moqué de moi. La conversation s'est poursuivie, et s'est achevée sur l'analyse de divers objets de sa collection exposés chez lui, ou présentés sur des photos réunies dans un album. Tous mes remerciements vont à Francine de Decker qui a accepté non seulement la publication de ce texte, mais aussi de le relire et d'y apporter certaines précisions. Qu'elle trouve ici l'expression de ma reconnaissance et de mon amitié. Professeur Paul de Decker, A Strong Bridge Between the University of the Ryukyus and the University of New Caledonia. Moshin Morita and Makoto Tsushiya. During the International Workshop on Coral Reef Biodiversity in Monaco in September 2009, Monsieur Tsushiya received very sad news about the passing of our good friend, Paul de Decker, the former president of the University of New Caledonia. In the Pacific Science Inter-Congress which was held in French Polynesia in March 2009, his name was listed as a participant on the program, however he was unable to attend. Immediately after the Congress, we sent an email to him and his reply surprised us very much. He indicated that he was in a hospital in Paris for his cancer treatment. However, we didn't know how serious his situation was, because his prompt reply showed his strong desire for future collaboration between our institutions. In this short essay, we would like to describe our close relationship and bless his memory. Our collaboration started on July 7 and 9, 2000, when the Pacific Islands Academic Summit was held in the University of the Ryukyus, Okinawa, Japan. Its main theme was Intellectual Exchange in the Pacific Islands. This workshop was held as a follow-up event of the second Japan South Pacific Forum, SPF, now known as the Pacific Island Forum, PIF, Leader Summit held in April 2000, where the establishment of strong, cooperative relationships between Japan and the Pacific Islands was recommended. This was truly one of the events which initiated the start of cooperative research between us, and the acceptance of international students from the Pacific region. Although New Caledonia was not a member of PIF, President de Decker was participating in the summit as a representative of an observed nation because of the deep historical connection via immigration of Okinawan people to New Caledonia. The second Pacific Islands Academic Summit was held in Okinawa on July 13 à 15, 2001. This was a positive step in strengthening collaborative and cooperative efforts to address issues regarding future academic and personal exchange with the island nations of the Pacific region. The University of the Ryukyus and the representatives from universities of 8 participating nations, including the University of New Caledonia, concluded the academic exchange agreement on the last day of the summit. At this time, President de Decker led us in a toast during the party to celebrate the conclusion of the agreement. Thereafter, President de Decker enjoyed walking and shopping in the downtown area of Naha City with his wife. They were particularly interested in Okinawan steel pottery. Later, President de Decker kindly invited the President of University of the Ryukyus, Moshin Morita, to his university. From July 28 August 5, 2002 5 members, including us, visited Nouméa. Due to some trouble, we had a delayed departure time and our plane arrived at Nouméa airport at dawn. Nevertheless, we found him waiting for us in the airport lobby. He was worried because our arrival time had been changed several times. This visit was quite important,
How we could recognize the deep relationship between both Okinawa and New Caledonia or between Japan and New Caledonia. We visited the Japanese cemetery and were able to communicate with many local Japanese people. Some of the Okinawan people there actually made requests and asked questions, looking for their friends or relatives. We had an opportunity to attend the defense of a PhD dissertation by a French student who studied the immigration of Japanese people to New Caledonia and related topic. He gave a copy of his dissertation to Monsieur Morita, who gave a short speech during this event. Monsieur Tsushiya visited the Coral Reef Science Laboratory in the university, where fish biology was studied. Discussion with the professor and his student was indeed interesting, and we all hoped for future collaboration of either cooperative research or student exchange between the universities. We were also invited to a party in his home. It was a wonderful experience to discuss many things, and we were very surprised to see his extensive collection of wine and other drink. Monsieur Tsushiya continued further communication about coral reef management and environmental education with one of the French guests. From this discussion, further collaboration were started from his house. In April 2005, we had a wonderful event where Monsieur Morita received an honorary degree from the University of the New Caledonia for the contribution and the academic collaboration between our institutions. En May 30, 2007, President De Decker once again visited Okinawa with his wife to participate in the celebratory retirement party for President Morita. His special speech at the party was quite informative, and we were deeply impressed with it. It was also a good opportunity for us to talk with him and his wife, particularly for our future cooperation. On this occasion, the University of the Ryukyus had a chance to give him an honorary degree. Monsieur Tsushiya escorted them to the Okinawa Aquarium where luminocorals were exhibited. As we knew, a large number of luminocorals were cultured both in the aquarium in Okinawa and Noumea, and we talked about the possibility of an exchange program between the aquaria. As the strong desires of Paul De Decker were willed in his message to us, we must improve our collaboration and contribute to the fostering of our students and young colleagues. Since the scientific specialty of Monsieur Tsushiya is coral reef ecology, and the French project are known both for their science and conservation, we have many possibilities to further collaborate with the University of New Caledonia, which will undoubtedly be dedicated to former President Paul De Decker. Above all, Paul De Decker will be remembered as an outstanding mentor, enthusiastic organizer of, and leading participant in our cooperative programs. Friends and colleagues of our universities will sadly miss his vitality and friendly smile. May his soul rest in peace. Hommage à Monsieur Paul De Decker. Édouard Léony, doctorant de droit public, Institut de droit d'outre-mer, Université Paul Cézanne Aix-Marseille 3. En décembre 1996, j'ai rencontré pour la première fois Monsieur Paul De Decker à la direction des services fiscaux. En tant que contrôleur, je l'avais redressé fiscalement. Heureusement, notre entretien est rapidement passé à des considérations sur l'océan Pacifique et ses institutions, d'autant plus que je cherchais un ouvrage sur la coutume mélanésienne. En discutant, j'ai vite découvert qu'il s'agissait d'un intellectuel à la fois simple et brillant. Un jour après, son épouse m'a remis l'ouvrage Coutumes autochtones et évolution du droit dans le Pacifique Sud publié chez l'Harmattan en 1995. Et j'ai compris en lisant ce livre que les peuples du Pacifique occupaient son esprit, avec passion. Or, en février 1997, j'avais décidé de m'inscrire en première année de droit. Je peux dire que se remettre en question à 35 ans n'était pas simple. Je me rendis pour mon premier cours vers 17h30 à l'amphithéâtre de Nouville. Et j'ai rencontré par hasard Monsieur Paul De Decker, dans le hall de l'université. Il me déclara aussitôt avec bonhomie : « Monsieur Léony, vous êtes le bienvenu à l'Université de Nouvelle-Calédonie. » Cela m'a donné confiance. Cet homme se souvenait de moi, n'était pas rancunier et m'accueillait dans sa maison de la connaissance, avec sincérité. Ce professeur est président de l'Université de Nouvelle-Calédonie, UNC,
n'était décidément pas comme les autres. Beaucoup plus tard, en octobre 2005, je l'ai rencontré au ministère des Affaires étrangères, à Paris, lors d'un stage en tant qu'élève attaché de l'Institut régional d'administration IRA de Lille. Il semblait à la fois malade et accablé par les turpitudes administratives de l'UNC. Je lui racontais les travers du jury de 2004 du concours de l'École nationale d'administration, ENA, qui venait de m'enlever 2 points d'avance aux écrits sans explication. Il n'en fut pas étonné vu mes origines sociales et néo-calédoniennes, face à l'esprit de caste de l'élite administrative française. Enfin, la 4e et dernière fois en 2008, c'était à Nouméa lors du colloque sur la Mélanésie. Chacun savait alors qu'il souffrait d'un grave cancer de l'œsophage. Mais malgré tout, il gardait cette force intellectuelle et cet œil bleu pétillant de l'enseignant avide de connaissances et de partage des idées. Aussi, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris quelques mois plus tard son décès à Paris à l'âge de 59 ans. Il était clair que le Pacifique perdait quelqu'un de considérable. Comme on le voit, je connaissais peu M. de Decker. Mais le peu de temps que je lui ai parlé, j'ai eu la chance de trouver un homme de cœur et de grande valeur. J'ai appris par la suite qu'il était le fils d'un père belge et d'une mère irlandaise. Il avait eu une carrière d'universitaire en Belgique, en France, en Afrique, en Nouvelle-Zélande et en Polynésie française, ainsi que de diplomate aux affaires étrangères. Mais surtout anthropologue de formation, il pouvait comprendre certaines spécificités de la Nouvelle-Calédonie, ce melting pot de peuples et de traditions, confronté au concept de modernité et de développement, nécessaire dans le cadre de l'accord de Nouméa de 1998. À la mémoire de Paul de Decker. Jacques Borzex, président de l'Université française du Pacifique, 1988 à 1993, directeur de la délégation du CNED de Nouvelle-Calédonie, 1998 à 2002. Après l'Atlantique dont la conquête a dominé les siècles précédents, le Pacifique est le monde de demain. L'idée d'une université française dans le Pacifique est du général de Gaulle. Ce projet confirmé par ses successeurs fut mis en place le 29 mai 1987 par le président Mitterrand sous le gouvernement Chirac, avec Gaston Flosse, secrétaire d'État au Pacifique Sud. Créée sous la forme d'un établissement public administratif, cette université a évolué dès le Conseil du Pacifique Sud du 17 mai 1990. Paul de Decker, depuis l'Université de Bordeaux, a été dès 1990 un des acteurs de cette évolution. Professeur d'ethnologie et d'archéologie, son équipe a été reconnue dès le premier contrat de recherche de l'Université française du Pacifique en 1992, Jeune équipe, anthropologie, identité et oralité dans la zone Pacifique. Directeur du Centre universitaire de Nouvelle-Calédonie de l'Université française du Pacifique, puis président de l'Université de Nouvelle-Calédonie, Paul s'est totalement investi dans l'établissement et on lui doit notamment la mise en place d'une filière pour les langues kanak, la licence S-Sciences de l'éducation avec l'Université Lyon 2, la licence d'administration publique avec le Centre national d'enseignement à distance CNED, la mise en place du diplôme D', aptitude aux études universitaires, DAEU, au Vanuatu, diplôme reconnu comme équivalent au baccalauréat. Paul était complètement impliqué dans les organismes de la francophonie. Paul, humaniste pratiquant, nous ne t'oublierons pas. 2. Politique, institution. 1. De la coutume. Le mur et le lien, droit et coutume en Nouvelle-Calédonie. François Garde, président de tribunal administratif. La puissance de la coutume réside moins dans sa capacité à cloisonner qu'à communiquer. Paul de Decker. La coutume kanak est un trou noir juridique. L'expression même coutume kanak est ambiguë. Elle désigne tout à la fois un rituel d'entrée vers le monde kanak et un certain mode d'organisation de ce monde. Un mouvement et un système. Le droit français était programmé pour ne pas réussir sa rencontre avec la coutume kanak. D'abord parce que le terme coutume, en ancien droit, en droit commercial ou en droit international désigne un système de normes stables et prédictibles, certes non écrites mais subsidiaires et connues de tous. Elles sont surtout
parfaitement cohérente avec l'étage supérieur des normes écrites et la place que celles-ci leur laissent. Pour un juriste occidental, la coutume est une norme marginale et non écrite, appartenant à une même vision globale de l'écriture des normes sociales. Sa mise par écrit ne soulèverait aucune difficulté de principe. Le choix du mot coutume pour décrire l'organisation sociale en Nouvelle-Calédonie, effectué pour des raisons contingentes tenant à l'histoire de la colonisation, et qui ne seront pas abordées ici, était lourd de malentendus. La circonstance que les Kanaks aujourd'hui se sont approprié ce terme, par fidélité à leurs grands-parents, ne lui donne rétroactivement ni pertinence lexicale, ni légitimité juridique. Pour dire les choses autrement, le mot coutume fait partie de ce que les Occidentaux ont introduit en Mélanésie, comme leur langue, leur religion, leur modèle de société. La même remarque vaut évidemment pour custom en anglais, et a fortiori pour custom en biclamar. Le droit français a tout tenté pour se positionner par rapport à la coutume kanak. Il l'a nié, avec les déplacements de population. Il l'a cantonné, avec le code de l'indigénat. Après lui avoir fait subir près d'un siècle de violences dont les séquelles demeurent, il l'a constitutionnalisé mais par hasard et en pensant à l'Algérie, avec la 4e République. Dans les années 1980, il lui a proposé des passerelles avec les assesseurs coutumiers dans les juridictions judiciaires en 1982, le Conseil consultatif coutumier de 1988. Avec l'accord de Nouméa de 1998, il lui consacre des accents lyriques dans le préambule, modifie notamment pour elle sa loi fondamentale, crée un Sénat coutumier, annonce un cadastre coutumier. Faut-il le dire ? Le 19e et le premier 20e siècle ont échoué, et il faut s'en réjouir. Mais le dernier 20e siècle n'a pas réussi non plus. Tout d'abord, le droit français refuse toujours de laisser le moindre espace à la coutume kanak en matière de sanctions. Les punitions coutumières n'ont aucun espace légal, et ceux qui les infligent au nom du clan sont considérés et sanctionnés comme des délinquants pour coups et blessures ou incendies volontaires. La Cour de cassation l'a dit avec force, dans l'affaire dite des coutumiers de Xépenéé. Le Sénat coutumier déplore que l'impossibilité de sanction déstructure la société kanak. Ne peuvent plus être appliqués les châtiments dits coutumiers qu'exerçait autrefois le chef et son conseil, au risque que ce dernier soit traduit devant les tribunaux. Même en matière civile, l'exécution forcée d'une décision d'expulsion coutumière peut constituer une infraction pénale dès lors qu'elle s'est déroulée hors des convictions dignes du respect des droits de l'homme, selon la Cour d'appel de Nouméa. Privé au pénal comme au civil du dispositif qui lui donne autorité sur la société, la coutume est réduite à n'être qu'un discours, auquel tout kanak peut échapper à tout moment en changeant de statut civil. Le système de pensée du monde qu'elle incarne, rendu bancal, devient incohérent. Pourtant, depuis 1982, le droit français s'efforce de s'adapter à ce qu'il croit comprendre du monde kanak. Quel est le but de ces innovations juridiques, de plus en plus audacieuses ? Introduction de magistrats non professionnels dans la justice civile, création d'instances consultatives réservées à une catégorie particulière de Français à raison de la naissance, apparition d'une seconde chambre non démocratique dans le processus normatif calédonien, compétente sur des questions intéressant ces seuls Français particuliers. Ces réformes naissent de l'idée, exacte au demeurant, que certaines des difficultés rencontrées en Nouvelle-Calédonie trouvent leur origine dans l'absence de prise en compte de la coutume dans notre système juridique. Il se produit un conflit de légitimité entre les normes du droit français et ce que la coutume dit aux Kanaks. Dès lors, face à une manière de conflit de loi, il faut organiser des lieux d'échange ou de confrontation, où les deux sources se rejoignent et apprennent à régler ensemble, d'un même mouvement, au carrefour de leurs histoires, la manière de vivre en société. Le droit français s'est donc modifié pour s'adapter à cette rencontre, et a ouvert à la coutume kanak les espaces nécessaires à cette dialectique. 25 ans après la création d'assesseurs coutumiers, on doit constater, sauf à vouloir contre toute vraisemblance sacrifier au politiquement correct, que la coutume n'a pas investi les espaces qui lui étaient proposés. Les assesseurs coutumiers intéressent plus les universitaires que les Kanaks qui pourraient y faire appel. Le Sénat coutumier n'est pas une force de proposition, et reste marginal et inaudible. Le cadastre coutumier est au point mort 1. Ce constat va bien au-delà des personnes. Si ces institutions n'ont pas produit ce que le droit français attend d'elles,
Peut-être est-ce d'abord parce que le postulat de départ est biaisé. Peut-être le conflit entre droit français et pensée kanak n'est pas un problème de conflit de normes au sens classique. Peut-être une dissymétrie fondamentale grippe tous les mécanismes par lesquels le droit occidental se régule. Il y a 10 ans, alors que j'étais au début de ma réflexion sur ces questions, je proposais une conclusion provisoire. Notre droit public est construit par des géomètres qui pensent et tracent des lignes. La pensée océanienne est une pensée dynamique de la nuance, du compromis entre des projets antagonistes d'eux. Le juriste a besoin de l'anthropologue pour mieux comprendre cette interface qui ne fonctionne pas. Paul de Decker écrit dans La bataille de la coutume cette phrase étonnante. La puissance de la coutume réside moins dans sa capacité à cloisonner qu'à communiquer. 3. Cloisonner, telle est en effet la finalité de l'analyse juridique. Homme-femme, majorité-minorité, propriétaire-locataire, dette-créance, national-étranger, innocent-coupable, recevable-irrecevable. Le droit français trace des lignes et classe ces objets dans les catégories qu'il définit. Cette méthode ne lui est pas spécifique et n'a rien d'original. Elle vient des fondements de notre culture. Logique aristotélicienne et droit romain sont à la source d'une manière de penser qui fonde le monde occidental. La puissance de notre logiciel réside dans sa capacité de cloisonner, et donc d'édicter des règles générales qui s'appliquent à chacun à l'intérieur d'une même catégorie. Et comme la vie est plus complexe que la pensée juridique, il faut modifier la règle par des exceptions, puis des exceptions aux exceptions, autant que nécessaire, et toujours en posant des règles à vocation générale. Affronter directement la réalité et lui donner une réponse pragmatique est impensable, parce que le droit doit être prédictible. Nous ne savons raisonner que par la présence de catégories abstraites, et le fait concret n'arrive qu'à la fin. Le syllogisme élémentaire, tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel, reste la matrice de tout raisonnement juridique. Paul de Decker nous suggère que cloisonner n'est pas tout. À quoi sert en effet de tracer des lignes et d'édicter des normes en deçà et au-delà de chacune des lignes, si socialement n'apparaît aucun bénéfice? La puissance de la coutume est de communiquer. Elle ne va pas s'interroger sur des catégories mais, à des années-lumière de Saint-Augustin et de Kant, sur le lien social, sur la parole échangée, sur ce qui est dit et ce qui est entendu. Elle est non écrite. Non pas de manière superficielle parce que les Kanaks ne disposaient pas d'écriture, mais plus fondamentalement parce qu'elle est, doit être, veut rester mobile. Les coutumes de notre ancien droit ont été peu à peu consignées par des clercs, codifiées, rassemblées dans chaque parlement et ce mouvement sur plusieurs siècles a abouti au Code civil. L'oralité venue du Moyen-Âge n'était qu'une contingence. L'oralité de la coutume kanak lui semble consubstantielle. Une coutume kanak écrite ne serait plus un acte social immédiat entre acteurs vivants. La coutume kanak est une communication, non un code. Si cette piste est exacte, on comprend mieux pourquoi les assesseurs coutumiers arrivent à peu près à trouver leur place, parce qu'ils sont sollicités oralement pour traiter une situation de fait unique et actuelle. À l'inverse, on devine pourquoi le cadastre coutumier ne verra peut-être jamais le jour. Où est la communication? Où est la parole des ancêtres dieux? Où sont les légendes, les généalogies, les anecdotes? Où est l'adhésion réitérée de chacun des acteurs si tout est consigné, immobile, dans un grand livre? La coutume n'est pas un système de normes, elle est une parole en mouvement. Un mouvement, non un système. Quant au Sénat coutumier, sa principale création normative, pour ne pas dire la seule, est la création d'officiers publics coutumiers qui, à la place des gendarmes, rédigent désormais les actes coutumiers. Il n'est pas surprenant que cette première loi du pays initiée par le Sénat coutumier soit une loi de procédure, et qu'elle traite de la transcription de la parole à destination du droit français. La coutume ne nous dit pas ce qu'elle est, elle dit comment elle nous informe. Dès lors, toutes les tentatives du droit français d'aller vers la coutume sont vouées à l'échec. Inconsciemment, le juriste occidental projette son système de pensée. Il conjecture qu'existe de manière immanente un code civil kanak, un code pénal kanak, un code foncier kanak, un code économique kanak. Il espère qu'à force de passerelles et d'hypothèses, enfin des bribes, des articles de ces codes se laisseront apercevoir et qu'il pourra s'en faire le greffier patient, loyal et méticuleux. Mais cette espérance est vaine car les codes kanak qu'il recherche n'existent pas et ne peuvent exister. La coutume se dérobe à nos attentes.
Parce que sa fonction n'est pas d'apporter une réponse générale à une situation abstraite, mais de dégager du champ de force immédiat qui structure l'espace social un compromis acceptable. Acceptable parce que non pérenne, parce que toujours susceptible d'être rediscuté. Comment ne pas remarquer que même les plus brillants des intellectuels kanaks, passés maîtres en droit français, un Jacques Iekawé, un Foth Trolu, n'ont jamais tenté d'être ou voulu être ce portalis kanak que l'on attend vainement, celui qui consignerait par écrit un insaisissable droit kanak? Comment ne pas remarquer aussi que parmi les hommes politiques kanaks qui revendiquent le plus fortement la place et le rôle de la coutume, aucun n'explique, au-delà de la rhétorique, par quelle méthode la coutume serait prise en compte dans le fonctionnement de la société dont ils imaginent le projet? Comment ne pas remarquer enfin qu'aucun autre pays du Pacifique n'a réussi à organiser ce dialogue entre droit écrit et normes sociales traditionnelles? Ce questionnement sans doute ne peut trouver de réponse. Le droit français grave dans le marbre, la coutume kanak dessine sur le sable. Tant que le droit français persistera dans cette illusion de l'existence d'un droit kanak caché, il s'épuisera à imaginer des mécanismes qui ne satisfont personne. La coutume est puissante parce qu'elle communique. Elle dessine sur le sable, mais ce dessin est une œuvre collective et qui engage chacun de ses auteurs. Elle ne cloisonne pas, elle construit du lien social. Il y faut du temps, des paroles, des rituels, mais le résultat est accepté par tous. Prenons le plus tragique des exemples. Lorsqu'en 1989 Jean-Marie Djibaou est assassiné par Djubli A, et celui-ci abattu par les gardes du corps, le décès du criminel clôt la réponse pénale. Le dossier ouvert est refermé. 15 années plus tard à Yingen, le clan Djibaou accepte la coutume du pardon que vient lui présenter le clan A. La prise en compte par la coutume du drame est plus lente mais plus globale. Elle a vocation à apaiser autant que possible tous ceux qui en ont été affectés. Elle ne ferme rien, mais rétablit la communication, à la fois construction de la réponse sociale et saut de son acceptation. Lequel des deux systèmes est le plus efficace? Le droit français connaît pourtant quelques procédures où communiquer lui importe plus que de cloisonner. L'audience de conciliation au prud'homme, les maisons de justice et du droit, la médiation civile ou pénale, le rappel à la loi plutôt que la sanction, l'arbitrage, autant de techniques où l'acceptation de la réponse importe plus que l'application mécaniste de la loi. Le jury d'assises, avec ses décisions orales et non motivées, et où à travers les jurés, dont une majorité de magistrats non professionnels, c'est la société entière qui évalue le crime et l'accusé, partage certains traits de la coutume. On pourrait presque prendre la formule de Paul de Decker et la lire à l'envers. L'impuissance du droit français est dans son incapacité à communiquer. Ce droit n'a pas été pensé pour le Pacifique, et l'on veut croire qu'il convient à la société qui l'a produit. Mais puisqu'il dit avoir voulu faire quelques pas vers la diversité anthropologique, autant que ces pas soient profitables. Puis-je ajouter, en me référant à mon expérience de magistrat en métropole, qu'il m'est arrivé et plus d'une fois, de contribuer à rendre une décision techniquement irréprochable, mais en sachant qu'elle était pour les acteurs du procès, incompréhensible, absurde, inéquitable. Moins de rigueur juridique, plus de communication avant, pendant, après le procès aurait permis d'y remédier, mais les codes ne le prévoient pas, le juge n'a pas le temps, il ne descend pas de l'estrade pour aller boire un café avec les parties, les écouter, partager avec eux son ressenti, tenter de les convaincre et se laisser convaincre. Aux abords du grand océan, et dans cette terre de parole kanak, mais aussi parole wallisienne, parole broussarde, parole indonésienne, le droit français gagnera toujours à communiquer. Peut-on rêver? Peut-on imaginer que les magistrats en poste en Nouvelle-Calédonie acceptent de modifier leurs pratiques et d'utiliser au maximum toutes les possibilités que leur offrent les codes pour communiquer avec les usagers du service public judiciaire? Peut-on imaginer que le transfert du droit civil, prévu avant la fin de la 3e mandature, soit l'occasion d'enrichir la gamme des possibles? Peut-on imaginer que cours d'appel et sénat coutumier tiennent des colloques singuliers sous les pins colonnaires? Peut-on rêver que le temps judiciaire soit aussi à l'écoute du temps kanak? Peut-on espérer que les juridictions, et tous les acteurs de la vie juridique, consacrent la même exigence à l'acceptation sociale de leurs actes qu'à leur rigueur intellectuelle? Un jour peut-être,
Les magistrats en poste en Nouvelle-Calédonie auront tous tiré profit de leur lecture de Malinowski et Lennart, et cet enrichissement ne leur sera pas inutile, même pour la suite de leur carrière en métropole. L'accord de Nouméa a fixé l'horizon du destin commun. Comment sera-t-il commun s'il n'y a pas d'échange ? Le droit, ce ciment invisible de la société, le droit aussi doit communiquer. Et parce que le droit français est évidemment le modèle dominant, il doit être plus encore attentif aux autres formes de régulation sociale qu'il côtoie et qu'il ignore trop souvent. Le droit, bien sûr, est un système. Dans cette terre où s'enracine la coutume, peut-il devenir aussi un peu, parole, respiration, mouvement. The Wall and the Bond, Law and Custom in New Caledonia. French law has recently tried to create a place for Kanak custom, with the exception of criminal law. This has failed because all law puts up walls in order to understand the world, whereas Kanak custom builds the links between people and tribe. Kanak custom is not a legal system in the same way ours. Rather it is a way of setting up rules by talking and permanently adapting. La voie néo-calédonienne pour sortir de l'enchevêtrement normatif, jeu d'ombre et de lumière sur la coutume. Régis Lafargue, professeur associé à l'Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense, conseiller référendaire à la Cour de cassation. La loi recèle un paradoxe. Tantôt perçue comme une protection, l'individu juge propice de se réfugier derrière elle, tantôt elle lui apparaît pesante et contraignante, inappropriée à servir ses desseins. L'individu n'a dès lors de cesse de développer des trésors d'ingéniosité pour la transgresser, la trahir. En Océanie, la coutume se vit. Essentielle à la cohésion des membres du groupe, la coutume assure une continuité formelle des attitudes, des comportements et ne peut être trahie sans perturber l'ensemble de la communauté. La coutume ne connaît pas, à la différence de la loi, de vide juridique, ce qui réduit à néant le champ des possibilités de ne pas y être assujetti. Renier la coutume équivaut à s'extraire de la coutume, et se traduit par la perte de l'identité et des droits s'y rattachant. Paul de Decker et Laurence Kuntz. Comme tous les passeurs entre les mondes, Paul de Decker s'intéressait plus à la façon de faire, à la façon d'être soi que traduit la coutume, qu'à ce que nous disent à nous juristes, les textes. Les textes cherchent à imprimer, le plus souvent, l'image que leur auteur veut laisser à la postérité, un legs, comme une projection dans l'avenir. Les textes les plus clairs ont aussi leur part d'ombre. Contrairement aux gestes et à la parole, c'est-à-dire à la coutume, les textes ne nous disent pas ce qui est vraiment. Or l'ethnologue s'intéresse à ce qu'est une société, une civilisation derrière le masque de ses productions culturelles, parmi lesquelles son droit. Aussi parlerai-je ici de la voie néo-calédonienne, au sens d'une façon de faire, de négocier un devenir, de dénouer des litiges, et finalement de concevoir le lien social au-delà des tensions nées de la rencontre des civilisations et des hommes qui en portent les valeurs. La coutume nous paraît mouvante, indiscernable dans les replis d'un ordre social, de ses rites comme de ses symboles, à l'image de la complexité des rapports humains, et pourtant elle est très claire pour indiquer ce que l'on attend de chacun. Droit écrit occidental, droit oral kanak. Leur rencontre est un inépuisable sujet de perplexité pour le juriste formé à l'école occidentale. Un jeu d'ombre et de lumière, où rien n'est totalement clair, où rien n'est totalement sombre. Et la bataille de la coutume, qu'évoquait Paul de Decker, vérifie ce qu'affirmait il y a un siècle le fondateur de la sociologie juridique. Le centre de gravité du développement du droit ne doit être cherché ni dans la législation, ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence, mais dans la société elle-même. Et puisqu'il faut bien parler de rencontres de civilisation pour comprendre ce que revêt profondément un conflit de lois, commençons par évoquer l'expérience, tant coloniale que post-coloniale, de la France, qui a été et reste marquée par une perpétuelle tension entre ce que l'on qualifiait autrefois de droit moderne, par opposition à de prétendus droits archaïques, des qualificatifs très inexacts dont les juristes ont parfois du mal à se défaire, les théories évolutionnistes ayant durablement marqué les esprits. L'idée d'exporter notre système juridique a été abandonnée, comme principe de politique générale, à partir de la conquête, au milieu des années 1890, d'un pays considéré à l'époque comme semi-civilisé, Madagascar, semi-civilisé parce que doté d'une administration et d'un droit écrit. Le début du XXe siècle,
verra s'imposer la nécessité de prendre en compte le droit endogène. Le mouvement se traduisit en Afrique de l'Ouest par de grandes enquêtes destinées à connaître les grands principes du droit coutumier, initiées en 1905 sous l'impulsion d'Ernest Roume, gouverneur général de l'Afrique occidentale française, et par un premier et dernier essai de rédaction d'un ouvrage général sur la variété des droits privés des peuples de l'Empire Afrique du Nord exclu par le professeur Henry Solus, lequel s'était inspiré de Expérience britannique aux Indes pour élaborer cet ouvrage. Même si le compte-rendu final du vaste travail d'enquête n'a pu échapper au travers de l'ethnocentrisme, et si l'ouvrage de Solus parle plus de droit jurisprudentiel que de droit autochtone, tels furent les fondements d'un système qui, de l'aube du XXe siècle jusqu'aux indépendances, a été dans le cas français une tentative de cohabitation, avec des difficultés et des succès. Le législateur poussé par l'idéologie républicaine mais aussi par l'Église a tenté à plusieurs reprises d'imposer notre droit, au détriment des institutions autochtones, en vain. Les lois de 1915 à 1916 pour le Sénégal, puis le décret Mandel de 1939 qui tentait de libérer la femme indigène de emprise des pères et des maris, et le décret du 14 septembre 1951, décret Jacquinot, qui visait à proscrire le versement de la dot en Afrique, laquelle reste encore la condition première à l'existence du mariage, furent autant d'échecs. De ces trois tentatives, la plus intéressante est celle des lois du 19 octobre 1915 et du 29 septembre 1916 concernant les 4 communes de plein exercice du Sénégal, Dakar, Saint-Louis, Rufisque et Gorée. Elles conféraient la citoyenneté française aux habitants de ces communes, en contrepartie de leur participation à l'effort de guerre. Appliquées telles quelles, ces lois, en conférant la citoyenneté politique, impliquaient toutes les conséquences d'une naturalisation, à savoir l'assujettissement de leurs bénéficiaires aux droits civils, et la remise en cause de leurs droits au regard de la coutume. Consciente de cela, la jurisprudence coloniale opéra une distinction en considérant que l'acquisition du statut politique de citoyen ne remettait en cause ni le statut civil personnel, ni les droits acquis au regard du système juridique endogène. C'est ce système de citoyenneté partielle que va généraliser à toute l'Union française la Constitution de 1946, articles 81 et 82. Tout en conférant la citoyenneté française à tous les habitants de l'outre-mer, cette Constitution posera le principe que toute personne relevant d'un statut civil personnel de droit particulier le conserverait tant qu'elle n'y aurait pas expressément renoncé. C'est la même formule qui est reprise à l'article 75 de la Constitution de 1958, toujours en vigueur aujourd'hui. Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seuls visés à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. Cette disposition impose aux juges d'appliquer le droit local, là où existe un statut personnel de droit particulier. Ce droit local est un droit écrit à Mayotte, issu d'un traité de rite chaféite, le Minhajat Toualiben, le même que l'on retrouve sur le pourtour de l'océan Indien, mais à cette loi islamique s'ajoutent des coutumes africaines pré-islamiques qui en tempèrent certains aspects. C'était le droit applicable dans tout l'archipel comorien, jusqu'en 1975, date d'accession à l'indépendance. Son meilleur spécialiste en France était le magistrat Paul Guy, dont les ouvrages restent la référence pour les magistrats comoriens de nos jours. C'est un droit coutumier oral en Polynésie, jusqu'à la suppression du statut personnel en 1945, de même que de nos jours encore à Wallis-et-Futuna, et en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il existe stricto sensu 3 exemples de statut personnel de droit particulier formellement reconnus. Le statut particulier wallisien et futunien qu'évoque l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961, le statut de droit local mahorais auquel renvoie l'article 57 de la loi du 11 juillet 2001 concernant Mayotte, et surtout le statut coutumier kanak de l'article 77 de la Constitution. Et parce que le droit ne résume pas à lui seul la réalité des faits, à ces statuts personnels nommés, il faut ajouter des situations à venir qu'il faudra bien un jour songer à organiser. La Guyane avec ses 4 peuples marrons, Aluku ou Boni, Nduka, Paramaka et Saramaka, et ces communautés d'Amérindiens qui réclament, surtout pour ces dernières, la reconnaissance de leurs droits en s'appuyant sur les exemples nord-américains. Il en va de même des Polynésiens travaillés par une revendication identitaire très forte, et qui ont jusqu'ici préservé leur système traditionnel dans le domaine des droits fonciers.
les clans sont toujours les seuls propriétaires de la terre qui demeurent en indivision. 65 ans après l'entrée en vigueur du Code civil, l'indivision concerne 80% du domaine foncier. L'actualité récente confronte deux expériences divergentes, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Mayotte est l'antithèse du cas néo-calédonien, une nouvelle tentative de forçage ou de colonisation juridique. En fait, il s'agit d'un processus de laïcisation forcée de la société mahoraise qui fait passer le droit musulman de la lumière à l'ombre, du droit, des juristes, au non-droit, cher aux anthropologues. Inversement, l'expérience néo-calédonienne traduit un phénomène de résilience d'un droit coutumier que l'on croyait en voie d'extinction, un droit qui gagne du terrain, malgré quelques maladroites tentatives de résistance au niveau de la cour d'appel de Nouméa. En réalité, ce droit qui exprime le culte des ancêtres et la croyance en une parfaite symbiose entre l'homme et son environnement naturel, n'avait jamais cessé de régir la face cachée de la société néo-calédonienne, la population kanak. Et c'est parce que l'on est sorti en 1988, accord de Matignon-Oudinot, d'une situation de semi-apartheid, que l'on a vu la coutume passer de l'ombre, du non-droit, selon la formule du doyen Carbonnier qui appelle non-droit, le droit que le droit étatique ne reconnaît pas formellement, mais qui régit les rapports sociaux, à la lumière d'un droit officiel et reconnu. On trouve au centre de ce dispositif un statut personnel presque entièrement repensé, au service d'un projet social et politique inédit car inspiré par des héritages et des manières d'être et d'appréhender un devenir commun, ce que j'appelle la voie néo-calédonienne, de le statut personnel, repenser le politique à travers une institution de droit privé. Aujourd'hui, le statut civil coutumier kanak est mentionné expressis verbis dans la Constitution, voir titre 13, articles 76 et 77. Sa force contraignante est précisée dans l'accord constitutionnalisé de Nouméa, signé en 1998, et il est mis en œuvre par la loi organique du 19 mars 1999. L'exemple néo-calédonien est le plus abouti de tous dans le sens du pluralisme juridique. Il est assez proche dans sa philosophie des projets politiques des pays neufs, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, mais il va au-delà, car hormis l'Afrique du Sud aucun pays n'a un système organisé de statut civil personnel. Il allie, dans le cas néo-calédonien, l'égalité entre les deux statuts et la liberté d'en changer. À titre d'exemple, des pays comme le Brésil ne conçoivent rien d'autre que de placer les communautés indiennes sous tutelle étatique, la FUNAI. En Nouvelle-Calédonie, l'objectif demeure de parvenir à concilier égalité politique et respect de l'identité. 1. Cet objectif explique que le droit étatique est cherché à sortir de l'impasse née du brouillage des normes et du déni. 2. Le statut personnel est au service de ces deux objectifs. 1. Concilier égalité et identité. La bataille de la coutume, un enjeu pour conserver la maîtrise de son destin. Parvenir à concilier l'égalité politique et le respect d'une identité juridique et sociologique est le résultat d'une lutte menée contre un État central, toujours tenté par l'assimilation, pour la dignité d'un peuple. Le produit de cet affrontement de logique et de civilisation est un système de statut personnel original, différent de celui de la période coloniale et auquel s'intéressent par exemple aujourd'hui les Canadiens, afin de permettre aux Indiens de ne pas être obligés de renier leur patrimoine culturel et juridique dès lors qu'ils cessent de vivre au sein des réserves autochtones. Cette expérience explique que l'on ait pu voir dans les institutions néo-calédoniennes la préfiguration d'une société multiculturelle, transposable à des pays ethniquement morcelés. Une expérience qui parvient à clarifier des normes apparemment enchevêtrées. Le brouillage venant du fait que le non-droit, norme non reconnue officiellement, joue contre le droit de l'État et que le droit proclamé n'a pas toujours d'emprise sur le réel. Dans le système néo-calédonien, chacun des trois systèmes juridiques en présence, kanak, occidental et wallisien-futunien, a son domaine d'application à la fois rationné personné et rationné materiae. Il n'y a donc plus de normes enchevêtrées mais des normes identifiées ou identifiables par le biais des sachants coutumiers. Ces normes correspondent à des groupes humains qui ne recoupent pas nécessairement un clivage ethno-racial, mais un clivage de nature sociologique, voire politique, puisque l'appartenance à l'un des groupes vient de la naissance, avec les correctifs qui apportent la volonté exprimée par chaque individu qui peut changer de statut à sa majorité, selon qu'il se reconnaît dans une société plutôt que dans l'autre.
En effet, les individus ne sont pas obligés de subir le statut que leur assigne leur filiation, puisqu'ils peuvent choisir le statut personnel qui correspond le mieux à leur vécu. S'il y a un danger redoublé d'enchevêtrement de normes, c'est à Mayotte qu'il faut le craindre, car au dogmatisme des réformateurs répondra au mieux l'indifférence de la société. De l'enchevêtrement de normes va en résulter de la perte de confiance aussi, et probablement de la rancœur. L'exemple néo-calédonien, aux antipodes du précédent mahorais, est une expérience inédite dans sa mise en œuvre mais pas totalement dans son inspiration. En effet, l'inspiration part d'un constat classique. Persévérer dans l'approche de l'autre au prisme de nos seules conceptions, c'est s'exposer à un déficit de légitimité, avoir revendiqué le respect d'un ordre public coutumier. C'est le même constat que l'on retrouve partout où subsistent des statuts personnels. Qu'il s'agisse d'éviter des conflits de civilisation lorsque la loi étatique est une loi religieuse, en Égypte, au Liban, qu'il s'agisse d'organiser la vie de groupes nationaux sur un même territoire, en somme de faire coexister harmonieusement des croyances et généalogies diverses. Pour autant, le statut personnel n'est pas qu'un legs du passé, témoignant des brassages de populations dans les Balkans comme au Moyen-Orient, liés à l'affrontement de deux monothéismes. Il est sous la forme, à mi-chemin du droit et du politique, du principe d'autonomie personnelle, une idée à redécouvrir. 2. Sortir du brouillage des normes et du déni, le statut personnel comme instrument d'un principe d'autonomie personnelle. Dans une perspective interculturelle, les théories de Karl Rahner sur le principe d'autonomie personnelle et l'État multinational paraissent offrir une grille de lecture intéressante. Ce jurisconsulte austro-hongrois théorisait à l'aube du XXe siècle un État multinational comme alternative au modèle de l'État-nation. Dans cette perspective, il envisageait le statut personnel sous un angle politique, pour faire cohabiter la mosaïque des nations qui composaient alors l'Empire des Habsbourg en s'inspirant du millet, l'équivalent ottoman de notre statut personnel. Ce juriste concevait le principe d'autonomie personnelle comme une alternative, ou un complément à la solution classique du principe d'autonomie territoriale, afin de permettre de concevoir un nouveau type de société politique qui distinguerait l'État et les nationalités qui vivent sur son sol, au lieu de les confondre comme c'est le cas avec l'État-nation. Visionnaire, il avait compris que la théorie de l'État-nation, qui suppose une parfaite coïncidence entre un État et une nation, le premier personnifiant la seconde, quitte à réduire à l'unité plusieurs entités nationales, aboutirait, tôt ou tard, à l'implosion de cette structure unitaire forcée. C'était aussi la condition pour permettre le respect de l'identité nationale, et donc juridique, de chacun, en quelque endroit qu'il se trouve de ce vaste empire, au lieu de conditionner le respect de cette identité nationale, et donc de ce statut personnel juridique et politique, à la présence sur une portion déterminée de ce territoire. La problématique dans les pays neufs, qui comprennent en leur sein des peuples premiers, pousse à envisager l'intérêt de ce principe d'autonomie personnelle, comme moyen de faire coexister sur un même territoire des individus appartenant à des nations ou des peuples différents. Dans cette optique, notre système de statut personnel, souvent tenu pour archaïque, s'avère novateur, puisque le défi est de respecter une appartenance ou plusieurs appartenances à la fois, une appartenance à une communauté religieuse, le millet ottoman, ou à un ensemble supranational, le projet des apostrophes, État multinational de Karl Rahner, ou à un groupe défini selon un critère ethno-juridique, article 75 de notre Constitution, tout en permettant à ces groupes minoritaires ou autochtones de coexister au sein de plus grands ensembles au contact de groupes de population majoritaires, tout en prévenant la tentation de domination des uns sur les autres. Notre système de statut personnel sera d'un recours utile chaque fois que le projet de société, et la citoyenneté néo-calédonienne est de cela, visera à faire cohabiter, dans le respect de la dignité de chacun, c'est-à-dire dans le respect de sa différence, en s'écartant du principe majoritaire qui lamine les identités mal représentées en termes de suffrage, des peuples au sein d'une même structure étatique, et pas seulement des populations d'outre-mer. L'accord de Nouméa, parce qu'il reconnaît à côté du peuple français un peuple kanak, illustre un phénomène de pluri-appartenance en dessinant 3 cercles concentriques d'appartenance, soit, du plus restreint au plus large, le statut civil coutumier kanak, la citoyenneté néo-calédonienne, la citoyenneté ou nationalité française.
Le français de métropole ne relève que du dernier cercle. Le néo-calédonien de statut civiliste ou de droit commun appartient aux deux derniers cercles. Le néo-calédonien de statut coutumier kanak appartient aux trois à la fois. Et cette configuration se trouvera renforcée par le transfert des compétences législatives au Congrès de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit civil et d'état civil, qui verra immanquablement apparaître trois statuts civils personnels recoupant ces trois cercles d'appartenance. Il en résultera un statut civil néo-calédonien, droit commun calédonien ou statut civiliste néo-calédonien, à côté du statut civil coutumier kanak et du statut civil métropolitain, droit commun national ou statut civiliste métropolitain. À cela il faut ajouter un quatrième statut personnel jusqu'ici négligé, celui des citoyens de statut civil coutumier wallisien-futunien, qui peuvent avoir la citoyenneté néo-calédonienne sans pour autant appartenir au statut civiliste néo-calédonien, puisqu'ils relèvent toujours du statut coutumier hérité de leurs ancêtres, en dépit d'une installation durable en Nouvelle-Calédonie. De cette apparente confusion née de statuts et d'appartenances croisées, le droit grâce au système des statuts personnels saura démêler les fils sans grande difficulté. Mais là encore la difficulté n'est pas du côté du droit, mais du côté de la connaissance intime de ce corps social nouveau qui émerge de l'accueil sur un même territoire d'une mosaïque d'identités. Ainsi, l'accord de Nouméa fut involontairement conduit à faire de la société néo-calédonienne un de ces exemples de multi-appartenance qu'il convient d'organiser, sauf à trahir quelques promesses. L'idée n'est pas tant de fondre l'identité kanak dans une citoyenneté néo-calédonienne, les Kanaks ne l'accepteraient pas, les Wallisiens probablement non plus, que de coordonner des appartenances situées sur des registres différents. Ainsi, l'accord de Nouméa crée une dynamique qui dépasse le débat sur la seule reconnaissance du peuple kanak, pour embrasser les rapports entre toutes les composantes de cette société nouvelle. Ce n'est pas seulement un contrat social qui validerait rétrospectivement l'entrée de populations venues d'ailleurs sur la terre des premiers occupants kanaks. C'est probablement autre chose. Un exemple d'alliance qui se construit dans un de ces processus à l'océanienne qu'évoquait Paul de Decker, ce que j'appelle la voie néo-calédonienne. Cette expérience n'aurait pas de sens sans la reconnaissance d'une réalité qu'est le pluralisme. D'une réalité qui impose de faire du droit en se souciant d'ethnologie, et en doutant toujours de l'efficacité des réponses que nous dicte notre propre culture. Le statut personnel réinventé, qui vient d'être évoqué, est là non plus pour seulement organiser la coexistence de groupes, mais au service d'un projet social et politique inédit car inspiré par des héritages et des manières d'être et d'appréhender un devenir commun. De l'ombre à la lumière, un projet social et politique inédit. L'exemple néo-calédonien procède justement de la volonté de sortir de cette situation de brouillage, d'enchevêtrement, qui résulte précisément du déni d'un modèle social et juridique différent de nos schémas. En Nouvelle-Calédonie, l'engagement a été pris au nom d'un principe d'égalité entre les citoyens, lequel implique l'égalité entre les statuts personnels, de mettre en œuvre les normes coutumières avec au passage un problème qui intéresse l'ethnologie juridique, celui de définir parmi ces normes ce qui est du droit et ce qui n'en serait pas, et un second problème qui intéresse directement les juristes, celui de redéfinir nos méthodes et d'interroger notre tradition juridique. Il en résulte un système à la recherche de nouveaux repères, qui interroge notre tradition républicaine pour s'acculturer au contact de la coutume, 1. Un système à la recherche de nouveaux repères. On observe sans peine la mutation de notre système juridique en Nouvelle-Calédonie, qui se rapproche d'un système de common law avec un juge oracle du droit, oracle à la fois parce que la source coutumière de ce droit jurisprudentiel est orale, et il faut espérer qu'elle le reste longtemps, et parce que la juridiction est biculturelle avec des assesseurs coutumiers qui ont voix délibérative à égalité avec le juge, ce qui est inédit car dans nos expériences coloniales d'antan les assesseurs avec voix consultative. Cela implique l'abandon de toute velléité de faire taire la coutume lorsqu'elle serait en contradiction avec des principes d'ordre public. Cela implique en fait une négociation entre les deux traditions juridiques représentées au sein de cette juridiction pour trouver une solution adaptée aux attentes des Kanaks eux-mêmes. Il peut s'agir là d'un système propice à une acculturation, autant de leur tradition juridique que de la nôtre,
d'où émergera une troisième voie pour sortir du classique tout ou rien. Seule cette troisième voie permet de sortir par le haut, de l'impasse née de deux voies sans issue, le cantonnement juridique de la période coloniale et l'assimilation pure et simple que l'on propose aux étrangers, mais aussi aux Mahorais. Il convient d'abord de rappeler qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est avec l'arrêt du 6 février 1991 que le statut coutumier kanak a fait son entrée dans nos enceintes judiciaires. Auparavant, le droit coutumier existait déjà mais à l'état de non-droit, puisqu'à partir d'un arrêt du 19 septembre 1933, la coutume s'était trouvée exclue des prétoires, le juge étatique faisant en quelque sorte le choix d'une justice communautaire avant la lettre. Il est doté de règles spécifiques par la loi organique du 19 mars 1999, qui permet un retour au statut coutumier, pour ceux qui y ont renoncé, et même une accession à ce statut pour ceux dont les ancêtres y avaient renoncé, à condition que cette demande corresponde à leur vécu et ne contredise pas l'intérêt familial. Ce statut a deux juges, les autorités traditionnelles auxquelles l'ordonnance du 15 octobre 1982 AR 1 reconnaît un pouvoir de conciliation, et la juridiction. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.